BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 570e émission de l'entreprise BFM. Toujours bien sûr avec mon compère Arnaud Le Gall et tout de suite notre invité de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et tous. Tout de suite je le disais, une femme qui nous disait est-ce que vous avez souvent plus de femmes que d'hommes? J'ai dit on a davantage plus d'hommes, donc on essaie de rattraper le coup avec une femme entrepreneur, notre invitée ce week-end. Vous allez nous la présenter, il s'agit de Myriam Maestroni, la présidente fondatrice d'Économie d'énergie. Alors nous accueillons mon cher Philippe une pro de l'énergie, pas une ingénieure spécialisée comme on pourrait l'imaginer dans un secteur comme celui-ci. C'est une diplômée de grandes écoles, mais elle s'est lancée en fin de compte dans l'énergie très très tôt dans sa carrière de manager salarié, hasard ou choix par passion, elle pourra peut-être nous le préciser. Et puis ensuite, quand le changement, la transformation énergétique, quand la nécessité d'une transition, la réglementation peut-être s'est précisée dans ce domaine, et puis surtout l'appel d'air que cela allait représenter sur le marché, elle a décidé de lancer sa start-up pour proposer des solutions innovantes à une clientèle d'entreprise, mais aussi de particuliers de plus en plus nombreux. Et puis avec tout cela, son entreprise est déjà devenue une ETI d'un chiffre d'affaires l'an passé de 70 millions d'euros, si nos informations sont exactes. Notre invitée est aussi une vraie experte en matière de RSE, qui s'exprime à ce sujet dans divers cadres. Et comme sur tous ces sujets, nous sommes uniquement au début de la mutation, eh bien on attend justement de savoir, peut-être plus précisément grâce à elle, les perspectives qui vont pouvoir se dessiner. Merci Arnaud, bonjour Myriam Maestroni. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous avez été intrapreneur vous avez créé cette entreprise au sein d'une autre entreprise, racontez-nous. C'est simple, en fait, j'ai toujours rêvé d'être dans l'énergie, donc je me suis retrouvée à 24 ans patronne d'une boîte de pétrole. Patronne d'une boîte de pétrole? À 24 ans, avec mes reuteurs, le taux du pétrole, etc., le cours du pétrole qui variait. Comment on devient patronne d'une boîte de pétrole avec 24 ans? Et quand on n'est pas effectivement une technicienne. C'est le hasard de la vie, j'ai démarré en Espagne, et donc l'Espagne venait de rentrer dans l'Union européenne à cette époque-là, et était en train de déréglementer ses marchés. Et donc, voilà, j'ai un patron français qui s'était installé en Espagne, qui avait eu l'autorisation de démarrer, qui m'a dit vous allez vous occuper de tout ça, et me voilà partie dans le pétrole. Quelle entreprise à l'époque alors? C'était DINEF, et je l'ai aidé plus tard à vendre cette entreprise à Agip, avec qui j'ai passé 1 an et demi, avant de reprendre le même chemin pour Primagaz, que j'ai créé de zéro en Espagne, et ensuite ça s'est développé. Primagaz en Espagne, vous avez installé l'entreprise en Espagne. Alors à cette époque-là, c'était rigolo, parce que quand on démarrait dans l'énergie, on avait besoin d'infrastructures. Donc là, j'ai commencé à créer un terminal d'importation de produits pétroliers sur le port, ensuite un terminal d'importation de produits gaziers sur le port. Évidemment, ce sont des choses que je ne referai pas aujourd'hui, mais voilà. Et puis après, je suis partie à l'international, je suis revenue en France en 2003, et en me disant, voilà, il manque, tout va bien, sauf qu'on perd des clients. Donc j'étais un peu sensible au sujet. Voilà, j'étais un peu sensible au sujet. Et là, j'ai dit en 2004, en fait, début 2004, on va aider nos clients à consommer moins. Et évidemment, vous avez fait référence à mon aventure d'entrepreneurship. Effectivement, là, à ce moment-là, c'était un peu le pavé dans la mare. J'étais la première femme. D'ailleurs, j'ai passé 15 ans en tant que seule femme au top 100 de la société. Seule femme au top 100. Aujourd'hui, je ne revivrai plus ça, d'ailleurs. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas. Il fallait travailler. Aujourd'hui, vous feriez quoi? Vous partiriez avant? Je pense que vous tendriez prendre le pouvoir. De textes un peu différentes d'ailleurs qu'à l'époque. Et à ce moment-là, donc, je m'occupe de regarder un petit peu ce qu'il en était, et je découvre qu'on passait à côté des attentes clients, puisque nous vendions de l'énergie. Les clients, évidemment, regardaient leur budget énergie, ce qui est bien compréhensible. On a vu que l'histoire avait donné raison. Et donc, en 2006, effectivement, le cadre réglementaire a évolué. On dit aux énergéticiens, vous devez aider vos clients à consommer moins. Donc, moi, j'étais contente d'un côté, parce que je me disais, on ne peut pas avoir raison tout seul trop longtemps. Les gens m'appelaient en me disant, comment vous avez fait? Alors, j'ai dit, la boule de cristal. Mais en même temps, je me disais, ça va un petit peu dénaturer mon positionnement un peu unique. Et c'est là où j'ai décidé de prendre tout ce que j'avais fait pour entreprendre cette démarche de transformation qu'on appelait le Conseil d'énergie, et de mettre tout ça dans un site internet qui s'appelait www.economieenergie.fr, qui a fabriqué l'embryon
de la société que j'ai sortie en 2011 du giron de Primagaz. Alors je pense qu'on a déjà la confirmation effectivement du fait que vous difficile à arrêter. Oui, mais que vous êtes une experte rien ne l'arrête. de ces sujets qui sont très techniques. Revenons quand même sur le parcours qui est le vôtre. Donc vous n'êtes pas effectivement une ingénieure spécialisée. De surcroît, ce sont des métiers qui traditionnellement ont été caricaturés comme des métiers d'hommes. Encore une fois, on n'accueille pas forcément une jeune manageuse. Comment est-ce que vous avez fait pour essayer de battre tout cela en brèche et puis de réussir à vous faire reconnaître et à asseoir finalement votre autorité? Écoutez, je crois que déjà, pour moi, l'énergie a toujours été une passion et c'est une passion qui ne m'a jamais quittée. Donc je peux parler d'énergie Parce que vous aviez pendant des ingénieurs des pétroles justement non, dans pas votre du tout. entourage? C'est parce qu'en fait, je considérais et je considère toujours que l'énergie, on oublie cela. Mais c'est au cœur de notre société moderne. Pour venir ici, j'ai pris un véhicule, je vous parle, on me voit, on vous voit parce qu'il y a de l'énergie. Et en fait, j'imaginais à l'époque, voilà, des bateaux à l'époque, en 91, quand j'ai démarré, on avait d'un côté des pays qui produisaient du pétrole et nous qui n'en avions pas, qui en consommions. Depuis, évidemment, la géopolitique a beaucoup changé. Et donc, pour moi, c'était ma contribution à ce monde moderne. Et voilà, donc je me suis retrouvée à jouer avec des dollars, avec tout ce qui caractérise le monde du pétrole depuis son histoire, dans toute son histoire. Et à un certain moment, je me disais, bon, après le pétrole, il y aura le gaz. Et d'ailleurs, on me vendait l'histoire que le XXe siècle était le siècle du pétrole, que le XXIe siècle serait celui du gaz. Et moi, j'adhérais à tout ça et j'avais ma carrière toute tracée. Et au fond, vous avez raison, j'ai fréquenté beaucoup d'ingénieurs, mais quand on a une passion, en fait, c'est très français d'enfermer les gens dans leurs études. Donc, moi, j'étais financière, MBA, plutôt bilingue, et avec une double formation franco-espagnole. Et je crois qu'on trouve des terrains d'entente assez faciles quand on aime le produit finalement que l'on gère, ce qui était mon cas, et ça m'a beaucoup aidé. Alors je reviens sur ce moment décisif, c'est 2006, vous décidez effectivement de vous lancer dans cette aventure, de monter votre start-up, ce qui était une vraie start-up à l'époque. Vous nous disiez tout à l'heure, la réglementation était en train d'évoluer, oui, mais c'est quand même très tôt. Aujourd'hui, il semble évident à tout le monde ou presque qu'il y a un marché à potentiel du côté de la transition énergétique. À cette époque, quand même, c'était très très en avance. Vous aviez de l'avance à l'allumage par rapport à vos concurrents, mais également à un certain nombre de clients potentiels. Comment est-ce qu'on fait en sorte de leur dire oui, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions? Eh bien, en fait, à cette époque-là, ils ne prenaient pas des décisions. Donc, j'étais bien seule en 2004 déjà, lorsque j'ai dit on va aider nos clients à consommer moins. Pourquoi je disais ça? Parce que, je vous l'ai dit, j'ai commencé à 2 reprises par démarrer des sociétés de zéro. Donc, chaque client compte et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Je crois qu'aujourd'hui, je me retrouve coincée parfois entre des gens qui lèvent des fonds, des gens qui ne savent pas où les investir, qui parlent du prix carbone, qui parlent des levées de fonds. Moi, je disais, mais attendez, moi, ce qui m'importe, c'est mon premier client, mes 10 premiers clients, mes 100 premiers clients, mes 1000 premiers clients. Je continue à les compter. C'est hyper important dans une entreprise. Faut pas l'énerver. Et votre expression, oui, témoigne de l'importance que ça peut avoir. J'aimerais que tout le monde la voit en train d'exprimer ses convictions. Oui, voilà. Mais oui, et on ne rigole pas avec les clients. Non, mais non, parce qu'en fait, je pense qu'on oublie parfois dans les entreprises cette réalité aussi simple que des clients comptant le plus longtemps possible. Et donc, en fait, à cette époque-là, lorsque j'ai dit on va aider nos clients à consommer moins, c'était cette ambition qui m'animait, parce que je me disais, on parle de nos problèmes de supply chain, de plein de choses, la guerre en Irak, le prix du pétrole, etc. Mais à la fin, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des clients plus contents, plus longtemps, parce que ça coûte aussi moins cher. Myriam Maestroni, si on reste sur vos convictions, on va passer 2 heures sans comprendre votre parcours d'entrepreneur. Donc on va y revenir. On a compris la conviction, on a compris ce que vous avez eu envie de faire. Vous proposez donc à Primagaz l'idée de mieux gérer l'énergie de vos clients. Qu'est-ce que vous démarrez et à quel moment vous faites un spin-off pour créer la boîte qui vous dirigez aujourd'hui, Économie d'énergie? C'était facile parce que je me retrouve avec des délégués citernes et des délégués bouteilles qui étaient mes forces commerciales. Délégués citernes et délégués bouteilles. Oui, mais on avait un grand consultant dont je tairai le nom qui avait... Mais oui, mais attendez, c'était un grand consultant qui avait mis cette organisation. Donc voilà, ils arrivaient chez les clients. Bonjour, je suis délégué citerne. Ils racontaient les 4 kilos au moins de réglementation qu'il faut maîtriser. Et c'est tout. Et en fait, moi, j'ai dit à ce moment-là, on va lancer le conseil Compris, énergie. Mais comment vous avez fait? Eh bien, on a commencé une démarche de transformation très complexe, au fait, parce que... Par un site web d'abord? C'était un site web? C'était quoi? Non, pas du tout. On a commencé par déjà transformer mes délégués citernes en conseiller énergie. En 2004, j'ai failli déposer cette terminologie qui n'existait pas. Ils ont déchiré leurs petites cartes. Et puis, j'ai commencé à les former
à la mise en œuvre de l'énergie, c'est-à-dire à aller voir le client et à dire au client comment consommez-vous l'énergie, vous en faites quoi, est-ce qu'on peut vous aider à mieux la consommer avant d'arriver vers des préconisations. Alors qu'auparavant, on arrivait, on disait, bon voilà, plus on vend, mieux on est content. Les tuyaux, le plombier, l'artisan, etc. Et on ne s'occupait pas du client. Donc cette transformation passe par des nouvelles compétences, passe par une nouvelle organisation. Comment vous en avez fait une entreprise et la vôtre aujourd'hui? Alors, donc voilà, j'ai démarré comme ça, et puis en 2006, parce que le temps passe vite, on a plein de choses à quand faire. la réglementation arrive en disant aux énergéticiens, vous devez aider vos clients à consommer moins, c'est hyper contre-intuitif comme demande. Bien sûr. Donc là, je dis, bon, moi, je vais prendre tout ce que j'ai fait et je vais créer www.economieenergie.fr, c'est-à-dire ce que j'ai utilisé pour mes conseils énergie, je vais le mettre à disposition de tous les Français du grand public. C'est Primagaz qui fait ça. C'est Primagaz. D'accord. Et donc, j'ai même pris un dessinateur qui m'a fabriqué la famille économie d'énergie pour rendre des choses d'experts très simples. Parce que finalement, on ne peut pas parler aux clients avec notre langage d'expert qui, parfois, il faut le dire, est un peu compliqué à comprendre, un peu hermétique. Et voilà. Et donc, j'ai laissé cette société un peu dans son coin, avec son site Internet qui commençait à fonctionner. Et moi, j'ai continué mon parcours de transformation chez Primagaz. Et en 2011, je me suis aperçue que j'arrivais à mon plafond de verre. Ça arrive à des hommes et à des femmes. Et en fait, ce plafond de verre, en gros, c'était, voilà, j'avais été nommée directeur général entre-temps en 2005 de Primagaz. Et je m'apercevais que c'était une des sociétés les plus importantes, dans un groupe très décentralisé, que jamais je ne serais nommée en Hollande, au siège, parce que trop femme et trop française. Et vous gardiez toujours un œil à l'époque sur le site Toujours, mais sans trop... Et là, je dis, je m'en vais. Et j'ai une dizaine de personnes qui me disent, mais nous, on veut continuer le Conseil énergie, c'est le futur, c'est très important. La réglementation est en train de se renforcer. On est en 2011. En particulier. Et la grande distribution qui vend des carburants se retrouve aussi obligée d'aider les clients à consommer moins d'énergie. Alors là, c'est contre-intuitif et vraiment compliqué. Et donc, mon premier client était Auchan, à qui je suis allée dire, mais comment allez-vous faire? Ils me répondent, bon, c'est devenu une anecdote depuis, mais écoutez, on ne sait pas, c'est une taxe de plus, nous on vend des yaourts. Je dis, écoutez, on a peut-être un pari à faire, c'est interpeller ensemble les clients finaux et leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. Et la première plateforme, ça s'appelle Ecoprime Énergie Auchan, était lancée. Là, par rapport, pardonnez-moi de revenir là-dessus, parce qu'on est comme dans une dimension d'entrepreneur. Là, vous le faites, vous reprenez vous parliez d'un spin-off tout à l'heure. Oui. C'est à ce moment-là que vous reprenez la main, ou est-ce que vous êtes encore... Les 10 personnes qui sont venues me voir en disant on veut continuer, finalement m'ont fait évoluer et j'ai pensé, bon, je fais quoi? J'ai décidé de partir parce que le groupe change, je suis à mon plafond de verre. Bon, soit j'envoie mon CV finalement, voilà, j'étais dirigeante, je gagnais bien ma vie, ou j'y vais. Donc je propose à Primagaz de faire sans lui. Voilà. Et donc, vous le faites j'ai négocié en 2011. D'accord. Et donc, j'ai négocié le spin-off. Donc, c'était juste un site que j'ai dû payer parce que, quand même, les actionnaires hollandais, autant vous dire qu'il fallait arriver à trouver un accord. Et le jour d'après, comme tous les entrepreneurs, je me retrouve avec des loyers à payer, des salaires à payer parce que je n'avais pas voulu commencer. Parce que les 10 sont venus avec vous, les 10 qui voulaient continuer l'aventure. D'accord, j'avais mal compris. Mais quel était le modèle économique? Et où avez-vous trouvé des fonds, justement? Oui, et quels sont les revenus de l'économie d'énergie? Aujourd'hui, Économie d'énergie est une entreprise autofinancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé des business models avec un portefeuille de clients qui, évidemment, s'est beaucoup étoffé depuis. Entreprise en particulier, c'est le B2B ou le B2C? Alors, beaucoup B2B2C. Donc, j'ai la chance d'être aux côtés de vraiment très grands noms français. J'ai cité Auchan, mais Carrefour, Cora, Monsieur Bricolage, Castorama. Qui sont des clients. Les banques, donc la BNP, prochainement la Banque Postale, ça sera annoncé bientôt. Donc, vraiment de très grands noms de l'économie en France. Quelles prestations et comment les facturez-vous, ces prestations? Eh bien, en fait, nous sommes une société de prestation de services digital où finalement on va partir, et ça c'est quelque chose de très important, de l'analyse de ce qu'est l'énergie pour un client consommateur. Un client consommateur aujourd'hui va se dire, petit A, comment je fais pour payer moins cher mon énergie? Et donc aujourd'hui on se retrouve face à la déréglementation et donc toute la concurrence et des gens qui se disent, mais finalement je fais quoi? Je ne souscris plus avec les anciens que je connaissais, donc j'ai accès à d'autres fournisseurs. Donc ça c'est une première prestation de service que l'on va avoir. La deuxième, c'est pour économiser, premier levier, c'est les comportements. Donc, j'ai des programmes de comportement. J'appelle ça énergie 1.0. Donc, on a des gens comme la SNCF ou encore plus rigolo, Enedis, qui vont sensibiliser leurs salariés
À travers vos équipes, vous avez à des programmes travers de nos formation équipes et nos plateformes digitales, ils vont pouvoir avoir accès à tous les comportements au bureau, dans le transport, à la maison, et évidemment monter en puissance et calculer, tracer finalement ces intentions d'économiser de l'énergie. Troisième levier, évidemment, pour autant que je fasse des efforts en termes de comportement, je dis souvent que je passe du bain à la douche, et si je chante des chansons plutôt courtes, on arrive à une limite naturelle qui sont les équipements de la maison. Donc, si j'ai une maison mal isolée, si j'ai une chaudière casserole, je vais surconsommer. C'est un problème énorme. Dans notre pays, nous avons 15 millions de logements en surconsommation dans des proportions qui sont de 6 à 9 fois plus importante qu'un logement qu'on construirait neuf, c'est-à-dire qui respecterait la nouvelle réglementation thermique. Niveau européen, c'est 100 millions. Donc, les personnes face à ça vont se dire, mais quels travaux je fais, par quoi je commence, à qui je m'adresse, comment je finance, à quelles aides ai-je droit et comment je les perçois, quel matériel j'installe. Donc, on va avoir des prestations de services qui vont répondre à toutes ces questions, soit isolément, soit de façon filée. On appelle ça des modèles 10, donc Digital Energy Efficiency Solution. Et puis, troisième levier, celui dont on parle en général très souvent, c'est l'optimisation énergétique avec tout ce qui commence par smart. Et donc là, on va avoir des programmes communs, par exemple avec Schneider, où on va d'un côté déployer des compteurs intelligents et de l'autre apprendre aux clients comment devenir smart eux-mêmes et savoir quoi faire. Et puis évidemment, le quatrième levier, c'est l'autoproduction, l'autoconsommation. Alors on voit effectivement la manière dont votre palette de services est considérablement développée, mais je reviens aussi, je souscris au souci de mon ami Philippe, c'est sur le parcours entrepreneurial. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un moment, un spin-off, vous vous retrouvez en situation de start-upeuse avec une dizaine de personnes qui vous accompagnent dans l'aventure. Aujourd'hui, je le rappelle, une ETI, 70 millions d'euros. Combien de collaborateurs d'ailleurs ? 180 collaborateurs. 180 collaborateurs, des clients qui sont des grands compte et qui attendent de votre part une vraie capacité d'innovation et de service de proximité pour leurs propres clients. Comment on structure ça en l'espace de même pas 10 ans ? Et vous dites que vous la financez facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de lever des fonds du tout ? Écoutez, non, on a réussi à avoir des business models qui étaient autoportants. Et en fait... c'est quoi un business model autoportant, par exemple ? Ça veut dire qu'il trouve son offre auprès de clients. J'ai démarré en vous expliquant combien je tenais aux clients. Je pense que c'est important, à un certain moment, sans arriver à un niveau d'effet d'échelle aussi, de montrer ou d'avoir un service qui arrive à trouver une rentabilité. Alors, il est évident que l'environnement réglementaire joue un rôle, puisque du jour au lendemain, il y a un marché qui se crée quand on dit à des énergéticiens comment vous devez aider vos clients à consommer moins, puisque c'est tellement contre-intuitif que finalement, on va arriver avec des solutions qu'on va développer ou co-développer avec eux, et évidemment qui embarquent le digital, puisque Économie d'énergie est une société digitale native. Donc voilà pour votre question. Après, je pense que quand on démarre une entreprise comme ça, on se pose plein de questions. Aujourd'hui, probablement, si c'était à refaire, je démarrerais avec des levées de fonds et je ferais quelque chose de plus grand, plus vite. Mais comme on était en avance, et vous l'avez signalé, c'était pas si facile que ça. Vous avez tenté de convaincre ou vous n'avez même pas eu besoin ? Non, même pas. Parce qu'en fait, j'avais un peu l'impression de faire une société avec quelques idées que je pourrais traduire en quelques bouts de ficelle et des bonnes volontés, quoi. Alors, Myriam Maestroni, aujourd'hui, l'entreprise est sur un marché, j'imagine, surtout français ou pas ? Vous avez des clients internationaux, toutes ces marques que vous citez sont des clients qui pourraient vous emmener avec elles loin de nos frontières. Où en êtes-vous ? Il nous reste 2 minutes, comme je vous sens assez bavarde, et c'est très bien, mais j'aimerais avoir le maximum d'infos dans les 2 minutes qui nous restent. Où allez-vous emmener Économie ? Quand je dis bavarde, c'est une bonne chose. Alors, où allez-vous emmener Économie d'énergie, en France, ailleurs, pour faire quoi ? Aujourd'hui, on est en Angleterre, en Italie et en Espagne. La société s'appelle On5 Company. Donc, on travaille sur la 5e énergie, qui est celle que l'on ne consomme pas. C'est la plus importante en termes de RSE. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça démarre petit à petit. C'est un peu moins rapide que la France, parce que les réseaux et le fonctionnement est un peu différent. Et ça existe, ce que vous faites, ce que vous faites exister dans les pays sur lesquels vous êtes déjà implanté ? Non, ça n'existe pas. Donc ça n'existait pas en France. D'accord. Si je devais vous parler en anglais de mon entreprise, je vous dirais que c'est une DISCO, qui est une Digital Energy Efficiency Environment Service and Solution Company. Donc, c'est des nouveaux métiers, des nouvelles approches. D'ailleurs, sur les collaborateurs, on a 12 nationalités, 31 ans de moyenne d'âge et des profils qui travaillent en transverse. Alors, une dernière question, on va revenir à la dimension entrepreneuriale. Le plafond de verre n'existe plus dans votre vie aujourd'hui ?
Il n'y en a plus? Écoutez, est-ce que vous êtes heureuse? âge, Qu'est-ce qui est différent entre votre vie de directeur général ou directrice générale? Alors, en une minute, en résumé, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'était pas simple pour moi de cumuler la casquette d'actionnaire, fondateur, directeur général, parce que ce sont des prérogatives et des dimensions très différentes à faire coexister. Enfin, pas pour l'entrepreneur, justement. Oui, mais moi, je venais quand même de 20 ans de salariat, donc il a fallu que je me reformate. Oui. Et puis, surtout, le plus important pour moi, au final, c'est la dimension de leadership avec les jeunes. Je pense qu'ils ont une façon de voir l'entreprise et la vie où le management sans leadership, c'est-à-dire sans une écoute, sans une interaction, sans une capacité à être résilient, sans la vision qu'est la planète, sans un sens d'entreprise, c'est très difficile d'avoir ce souffle dont on a besoin pour... Pourquoi parler des jeunes particulièrement? Vous avez surtout des jeunes collaborateurs? 31 ans de moyenne d'âge, donc vous prenez un coup de vieux, un coup de jeune en même temps, vous voyez. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont plus sensibles à ces métiers de l'environnement notamment? D'abord, ils sont très sensibles à l'environnement, et je les comprends. Vous êtes beaucoup dans le digital aussi, c'est une raison aussi, j'imagine. Digital. Et puis, à l'intelligence collective, ils savent travailler en équipe, ensemble, dans des compétences différentes. Merci beaucoup, Myriam Maestroni. Vous avez vu quelle énergie. En tout cas, on a appris plein de choses. Je ne savais pas que tout ça existait. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice d'Économie d'énergie. Quant à nous, on marque 10 secondes de jingle et on se retrouve avec la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque de la semaine, c'est Alexandre Varon, le fondateur d'EasyPitch, Arnaud. Mais c'est pas que du pitch. Non, c'est pas que du pitch. Notre niaque de la semaine est le dirigeant d'une PME qui est spécialisée dans le développement de solutions collaboratives. En fait, c'est un apporteur de solutions de management un peu avancées pour les entreprises qui doivent se remettre en question. Une entreprise qui est déjà établie, mais qui a de réelles ambitions de croissance, je crois, notamment à l'international. Vous allez pouvoir nous le détailler. Et c'est peut-être aussi pour cela que l'expérience que vous avez pu acquérir au sein de l'Institut du mentorat entrepreneurial, où, je rappelle, des entrepreneurs chevronnés viennent aider en fin de compte des entrepreneurs qui ont des ambitions de croissance comme cela à aller au bout de leurs rêves, que votre expérience à l'IME va pouvoir vous être, je pense, particulièrement utile. Merci Arnaud, bonjour Alexandre Varon. Bonjour, merci de me recevoir. Pitch, je pensais que vous aidiez les gens à pitcher, la génération des start-upers, pas du tout. Vous faites des produits magnifiques qui vont totalement révolutionner la façon de communiquer dans des réunions en fait. Oui, tout à fait. Et puis on vient également aider nos clients à pitcher eux-mêmes leurs clients, donc à gagner du business. Donc, créer de l'adhésion en fin de compte, c'est ça? Exactement. Et c'est déjà un joli business, hein, ça a démarré quand? Alors en fait, EasyPitch, ça a commencé en 2010. Oui. On a fait le constat que les réunions étaient un petit peu chiantes, voilà. Du temps perdu dans un certain nombre de cas. Ça, tous les gens le font, ce constat. Notre sac. Et donc en fait, ce sont des grands écrans tactiles qu'on déploie dans les salles de réunion de nos clients et qui vont créer du lien entre les participants à la réunion. Voilà, alors, pourquoi ça crée du lien? Sur l'écran ce qu'on fait tous avec nos iPads. Voilà, exactement. Et en fait, ça insuffle une dynamique de brainstorming à la réunion parce que dès que vous avez une idée, vous allez la noter sur le PowerPoint, sur l'Excel, sur le Word. Ça enlève le paperboard. Il y a plus de paperboard, on le met à la poubelle. Donc il n'y a plus de post-it dans tous les sens pour faire de la créativité. Exactement, donc on allège l'empreinte écologique des réunions également. Pour les entreprises en transformation comme elles le sont toutes aujourd'hui, ça peut quand même être un vrai accélérateur de changement et un vrai générateur d'adhésion, comme on le disait. Oui, tout à fait. Ouais. Ça vient favoriser la transformation digitale des entreprises. Quelle a été la rupture? C'est la technologie. Qu'est-ce que vous avez inventé finalement? L'usage différent d'un écran? Qu'est-ce que vous avez véritablement apporté au marché en fait? Alors en fait, on s'efforce d'utiliser, parce que la clé, c'est que les utilisateurs adoptent la technologie. Une fois que nos clients achètent, il faut que les participants à la réunion adoptent la technologie facilement. Et pour ça, on s'efforce d'avoir des logiciels extrêmement intuitifs, qui fait que c'est simple comme utiliser un smartphone. C'est le logiciel qui est dans la machine. Voilà, exactement. L'intelligence, elle est plutôt là que dans la machine, finalement. Oui, alors il y a le côté matériel, et puis il y a notre vraie valeur ajoutée, elle est dans les logiciels extrêmement intuitifs. Vous êtes fabricant de la machine ou pas? Alors, on fait fabriquer en Extrême-Orient la machine, mais par contre, on a un bureau de recherche et développement à Paris, donc qui travaille pour les nouvelles versions logicielles intuitives. Oui, toute l'ergonomie, le design de l'applicatif, ça en revanche, ce sont vos équipes. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est designé en France. Ouais, alors, c'est déjà une vraie entreprise. J'ai vu 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Combien de salariés aujourd'hui? 20 collaborateurs, et on a commencé l'IME à 4 millions. Donc en fait, l'IME a participé à faire doubler le chiffre d'affaires. Et ce n'est que le début, parce qu'il y a de l'international qui oui, exactement. Donc on lance cette année nos solutions collaboratives à l'international sur l'Espagne et sur l'Italie. Ah bah vous allez vous parler. Le public, c'est tous les prix magas du monde, c'est les grandes boîtes, c'est qui, les ETI? Alors, le public, c'est vraiment du grand groupe à la TPE, parce qu'en fait, on adresse un besoin qui est complètement universel et effectivement dynamiser la réunion. En termes de secteur d'activité, c'est le BTP, c'est les usines qui digitalisent de plus en plus
leurs indicateurs de performance le long de la chaîne d'assemblage. Oui. C'est les entreprises de services, c'est les centres de séminaires, les centres de formation, les agences de com. Enfin, j'achète en même temps le device et le programme qui va avec, ou bien j'ai le choix selon mes besoins et la nature des réunions que je veux animer ou l'usage que je veux faire du device, autre chose par package ou par... Alors en fait, vous achetez la solution clé en main. Oui. Voilà, on vient vous installer le matériel, le logiciel. C'est grand, il y a une petite formation. Alors ça peut aller jusqu'à 90 pouces, donc ça fait 2 mètres de large. C'est du lourd. C'est un petit peu plus petit que ce que vous avez derrière vous, mais... c'est grand, oui, c'est grand. Ouais. Donc vous avez une prestation totale de service, en fait. Voilà, exactement, avec la maintenance associée, le cas échéant, pour que ce soit free of pain, comme disent les Anglais. Vous faisiez quoi avant de créer Easy Pitch ? Alors avant, j'étais ingénieur commercial dans l'informatique. Et comment est venue l'idée ? C'est un petit peu par hasard, en fait. C'est le hasard de la vie. J'étais à l'écoute des idées entrepreneuriales et puis il y a une idée qui s'est offerte à moi et je me suis engouffré dans la brèche. On finance comment une aventure de cette nature ? Alors jusqu'à maintenant, on l'a toujours autofinancé. On a toujours on a toujours fait du résultat, donc on l'a autofinancé. Voilà, cette année, avec mes associés, on réfléchit à ouvrir le capital pour optimiser la prise de part de marché. Il y a des fonds qui sont intéressés par ce genre de positionnement. Eh bien alors, ça va être ma conclusion, parce qu'il nous reste à peine 20 secondes. Et justement, j'ai reçu ce bouquin qui s'appelle « Lever des fonds » de Xavier Milin, comprendre et maîtriser toutes les étapes. C'est pour vous, c'est chez Diatéino. Ça va être mon livre de chevet voilà. ce soir. Il s'appelle Easy Pitch, il s'appelle surtout Alexandre Varron, il en est le fondateur. C'était l'ENIAC de la semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM. Passez une très belle fin de semaine. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.